Cette nuit-là, un garçon de 11 ans est tombé 17 fois dans la neige. 17 fois, son visage a heurté la glace. 17 fois, son corps l'a supplié d'arrêter. Et 17 fois, il s'est relevé avec une fillette de 6 ans mourante sur le dos. Le médecin a déclaré qu'il aurait dû mourir au kilomètre 8. Sa température corporelle était tombée à 2 degrés. Ses pieds étaient blancs à cause des gelures. Mais ce qu'il a fait lorsqu'il a enfin atteint les portes de l'hôpital a choqué tout le monde. Il a posé la fillette sur le sol, a sonné la cloche, puis s'est éloigné en rampant dans l'obscurité pour mourir seul. Car Tommy Crawford croyait que les enfants sans abri comme lui n'avaient pas le droit d'être sauvés. Il avait 11 ans. Il vivait dans un tuyau d'évacuation et venait de parcourir 14 kilomètres à pied dans la tempête de neige la plus meurtrière depuis 50 ans. Ce qui s'est passé ensuite a impliqué 300 motards, un père qui n'avait pas pleuré depuis 17 ans et une promesse qui allait changer à jamais la vie de milliers de personnes. Le garçon n'avait plus senti ses pieds depuis 3 jours. Ce n'était pas inhabituel. Dans le nord du Minnesota, à la fin du mois d'octobre 1991, sentir ses pieds était un luxe réservé aux personnes qui avaient un foyer, une porte qui se verrouillait et une mère encore en vie. Tommy Crawford n'avait rien de tout cela. Il avait 11 ans. Il vivait dans un tuyau d'évacuation sous le pont Blatnick. Et à ce moment-là, en voyant le ciel prendre la couleur d'un bleu, il savait que quelque chose de terrible allait arriver. À 76 km au sud, dans une maison remplie de photos d'une femme décédée, Raymond Blackwood bordait sa fille dans son lit. Il ne savait pas que dans 14 heures, son monde entier dépendrait de ce garçon sans abri qu'il n'avait jamais rencontré. 6 heures avant l'impact. Les doigts de Tommy travaillaient automatiquement, bourrant ses bottes de papier journal. 3 couches du Duluth News Tribune entre sa peau et le cuir craquelé. C'était moche, ça marchait. Sa mère lui avait appris cette astuce avant que la maladie ne l'emporte. 5 heures avant l'impact. Raymond embrassa le front de sa fille. Ellie avait 6 ans et le cœur brisé, littéralement brisé. Une malformation de la valve mitrale qui, selon les médecins, la tuerait avant ses 16 ans, à moins qu'il ne trouve 60 000 $ pour l'opération. Il avait économisé 23 000 $ en 3 ans. Ce n'était pas suffisant. Ce n'était jamais suffisant. Je t'aime, papa. Je t'aime encore plus. Je t'aime encore plus. Leur rituel. La dernière chose que sa femme Grace avait commencé avant de se vider de son sang sur la table d'accouchement, avant que sa main ne devienne froide dans la sienne, avant que le cœur de Raymond ne s'arrête pendant 4 secondes et ne redémarre uniquement parce qu'un nouveau-né avait crié, plus que 4 heures avant l'impact. Tommy se souvenait du visage de sa mère avec une douloureuse clarté. La façon dont elle crachait du sang dans des serviettes et disait que ce n'était qu'un rhume. La façon dont elle lui caressait les cheveux pendant les orages. La façon dont elle le regardait la nuit où la tuberculose avait finalement gagné. Ses yeux voyant déjà ailleurs. Sa voix un murmure. Tout ira bien, mon bébé. Je te le promets, elle s'était trompée. 3 heures avant l'impact. Le père du garçon avait tenu 19 jours après les funérailles. 19 jours à boire, à regarder Tommy comme s'il était un fantôme, comme s'il était de la raison pour laquelle elle était partie. Le 20e jour, Tommy est rentré chez lui dans une caravane vide. Pas de mots, pas d'explications, juste une bouteille de whisky à moitié vide dans le silence où se trouvait autrefois sa famille. Il avait 8 ans. L'État l'a retrouvé 3 jours plus tard et l'a placé chez les Henderson, une famille d'agriculteurs. Des gens bien, avait dit l'assistante sociale. L'assistante sociale s'était trompée, elle aussi. Frank Henderson avait 7 enfants placés. Aucun n'allait à l'école. Tous travaillaient dans les chambres du lever au coucher du soleil. L'État lui versait 400 $ par enfant et par mois. Les enfants voyaient des ampoules, des rangées interminables de marques sur le dos de la main de Frank lorsqu'il se plaignait. Tommy s'est enfui au bout de 14 mois. Il était en fuite depuis lors, plus que 2 heures avant l'impact. Raymond vérifia une dernière fois les prévisions météo. De 6 à 8 mm à partir de demain après-midi. Rien de grave. Sa mère, Dorothy, ramènerait Ellie à la maison avant midi, bien avant que la neige ne tombe. Il faillit l'appeler pour lui dire de rester chez elle. Sa main resta suspendue au-dessus du téléphone. Quelque chose n'allait pas. Il avait un mauvais pressentiment depuis le matin. Mais que lui dire? Je me sens bizarre. Elle se moquerait de lui. Il reposa le téléphone. Cette décision le hanterait pour le reste de sa vie. 1 heure avant l'impact.
Tommy observait le ciel depuis son tuyau d'évacuation et vit ce que les météorologues avaient manqué. Les nuages s'empilaient en couches comme un linceul funéraire. L'air avait un goût de métal et de mort. Les oiseaux fuyaient vers le sud par vagues, réfugiés d'une guerre qui n'avait pas encore commencé. Ce n'était pas une tempête, c'était la fin du monde. Et elle arrivait tôt. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez la vidéo. Bonne lecture. Tommy serra davantage le sac de couchage volé autour de ses épaules. Il l'avait pris dans un magasin de camping 2 mois auparavant. Il était entré dans le magasin comme n'importe quel enfant pauvre. Il en était ressorti le cœur battant et sa survie assurée pour un autre hiver. Il s'était senti coupable pendant près d'une heure. Puis le premier gel était arrivé et la culpabilité lui avait semblé moins importante que le fait de ne pas mourir. La survie simplifiait les choses. Elle éliminait les questions de bien et de mal et n'en laissait qu'une seule. Cela me permettra-t-il de rester en vie jusqu'à demain? Le ciel lui donna la réponse. Des nuages sombres arrivaient du nord-ouest. La température baissait plus vite qu'il ne l'avait jamais ressenti. La tempête de neige de Halloween 1991 était sur le point de dévorer le Minnesota. Et quelque part dans ces nuages, dans cette mort blanche qui se précipitait vers le centre commercial, le destin de Tommy Crawford l'attendait. Il ne le savait pas encore, mais dans 14 heures, il trouverait une voiture dans un fossé. À l'intérieur se trouverait une vieille femme inconsciente et une fillette de 6 ans dont le cœur était en train de lâcher. Et il devrait choisir, la sauver ou se sauver lui-même. Tommy fixa le ciel et murmura la seule prière en laquelle il croyait encore. « Laisse-moi juste survivre à ça, juste une nuit de plus. S'il te plaît. » Le ciel ne répondit pas, le ciel ne répondait jamais. Mais à 70 kilomètres au sud, une petite fille nommée Ellie rêvait de sa mère, sans se douter qu'un garçon sans abri qu'elle n'avait jamais rencontré était sur le point de devenir la seule chose qui la séparait de la mort. Les premiers flocons de neige commencèrent à tomber avec 6 heures d'avance. Dorothy Blackwood avait survécu à 67 hivers dans le Minnesota. Elle avait survécu à la tempête de neige de 1940 qui avait tué 14 personnes dans le comté de Saint Louis. Elle avait survécu à l'enterrement de son mari, à l'enterrement de 2 de ses 3 fils, à l'enterrement d'un chagrin suffisant pour remplir un cimetière. Dorothy connaissait la mort. Elle avait suffisamment dansé avec elle pour reconnaître ses pas. Et le matin du 31 octobre 1991, elle entendit ses pas dans le silence entre les rafales de vent. « Grand-mère, regarde, de la neige. » Ellie pressa son visage contre la fenêtre de la cuisine, son souffle embuant la vitre. Dehors, de gros flocons blancs tombaient d'un ciel couleur ciment humide. Des flocons lourds, déterminés, du genre qui ne plaisante pas. Le genou droit de Dorothy lui faisait souffrir le martyre. Ce n'était pas la douleur habituelle, mais un cri, un hurlement, une douleur qu'elle n'avait ressentie que 2 fois dans sa vie. Les 2 fois avant des tempêtes qui avaient tué des gens. « Ellie, ma chérie, éloigne-toi de la fenêtre. Mais la neige est si jolie. On peut jouer dehors? » « Pas aujourd'hui, ma chérie. » Dorothy se dirigea vers le téléphone et composa le numéro de son fils. Il répondit à la 3e sonnerie. « Raymond, je la garde ici. »« Quoi? Ellie, je la garde ici. La tempête est violente. Maman, les prévisions annoncent 15 à 25 cm à partir de cet après-midi. Tu seras rentré à midi. Les prévisions sont fausses. » La voix de Dorothy était empreinte d'une certitude inébranlable. « Ma nièce dit qu'elle se trompe. Les oiseaux disent qu'elle se trompe. » Il n'y a pas eu un seul pépiment à la mangeoire de toute la matinée. Raymond resta silencieux. Il savait ce que cela signifiait. Lorsque les oiseaux disparaissaient, quelque chose approchait que même les créatures sans bulletin météo pouvaient sentir. Combien de temps, je ne sais pas. Peut-être un jour, peut-être 2, mais je ne la mettrai pas dans cette voiture tant que cela ne sera pas passé. D'accord. Sa voix était tendue. La voix d'un père qui comptait les battements du cœur de sa fille, qui ne pouvait pas respirer lorsqu'elle était hors de sa portée. « Protège-la. Je le fais toujours. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse protester. Pendant 3 heures, tout alla bien. Dorothy prépara des cookies avec Ellie, aux pépites de chocolat et au beurre de cacahuètes, exactement comme elle les aimait. Elles jouèrent aux cartes près de la cheminée. Elles ont parlé de l'arbre spécial derrière la maison où la mère d'Ellie avait l'habitude de jouer, où Raymond avait fait sa demande en mariage il y a 23 ans.
Puis le courant a été coupé. Les lumières se sont éteintes à 16h17. Le chauffage s'est arrêté. Le silence qui a suivi n'était rompu que par le vent qui hurlait comme un animal blessé. À 17h, il faisait 15 degrés. À 18h, Dorothy pouvait voir son souffle dans la cuisine malgré le poêle à bois qui brûlait à plein régime. À 10h, elle savait qu'elles étaient en difficulté. À 23h43, Ellie a commencé à trembler. Pas à frissonner, à trembler. Tout son corps convulsait sous 3 couettes. Ses dents claquaient si fort que Dorothy pouvait les entendre depuis l'autre bout de la pièce. Dorothy s'est précipitée de sa chaise et a appuyé sa main sur le front d'Ellie. Glacée. Ellie. Ellie. Ma chérie, réveille-toi. Bon sang, grand-mère. Je suis là, ma chérie. Je suis juste là. J'ai mal à la poitrine. Le sang de Dorothy se glaça. Le cœur, le froid sollicitait la valve endommagée d'Ellie, la poussant au-delà du point de rupture. Elle avait besoin de chaleur. Elle avait besoin d'aller à l'hôpital. Elle avait besoin d'aide. Dorothy n'avait rien de tout cela. Les lignes téléphoniques étaient coupées. La route était ensevelie sous 120 mètres de neige. Le voisin le plus proche était à 3 kilomètres. Le camion était hors d'usage depuis 1997. Elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle tira Ellie sur le sol devant le poêle à bois et enroula son propre corps autour du petit corps de sa petite fille. Peau contre peau, la chaleur corporelle, le remède le plus primitif au monde. Reste avec moi, ma chérie. Reste avec grand-mère. J'ai tellement froid. Je sais. Mais tout va bien se passer. Grand-mère est là. Mais même en disant cela, Dorothy sentait le rythme cardiaque d'Ellie ralentir de plus en plus. Elle sentait les tremblements qui ne s'arrêtaient pas. Elle sentait la mort se rapprocher à chaque seconde. Elle avait déjà enterré 2 fils. Elle ne pouvait pas enterrer sa petite fille. S'il vous plaît, murmura Dorothy dans l'obscurité hurlante. S'il vous plaît, que quelqu'un nous aide. N'importe qui, s'il vous plaît. À 37 kilomètres au nord, Tommy Crawford enfilait ses bottes rembourrées de journaux. Il avait entendu quelque chose dans le vent, quelque chose qui ressemblait aux pleurs d'une petite fille. Si vous ne supportez pas de voir des enfants comme ceux-ci oubliés par le système, écrivez dans les commentaires. Chaque enfant mérite un foyer. Rappelons-nous ce qui compte vraiment. Tommy avait rêvé d'un incendie à son réveil. Ce n'était pas inhabituel. Il rêvait souvent d'incendie, de sa caravane en feu, de sa mère qui tentait de l'atteindre à travers la fumée, de sa voix qui l'appelait tandis que les flammes l'engloutissaient. Mais cette nuit-là était différente. Cette nuit-là, il rêva d'une petite fille brûlante dans la glace, une fille faite de neige et de silence, fondante dans ses bras tandis qu'il criait à l'aide. Mais personne ne venait. Il se réveilla haletant dans son tuyau d'évacuation et comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La tempête était arrivée. Pas la tempête prévue par les météorologues. Quelque chose d'autre, de complètement différent. Quelque chose de vivant. Quelque chose d'affamé. Tommy rampait vers l'entrée du tuyau et frappa le mur de neige qui bloquait sa sortie. Le froid le frappa comme un coup de bain. 40 degrés sous zéro avec le vent glacial. Une température qui pouvait tuer un être humain exposé en moins d'1 heure. Il ne voyait pas à 1,5 mètres devant lui. Le monde avait pris fin. Ce fut sa première pensée. Claire, calme et étonnamment paisible. Le monde avait pris fin et il avait dormi pendant ce temps, et maintenant il était seul dans l'au-delà. Pendant un long moment, il envisagea de ramper dans le tuyau, de retourner dans l'obscurité. Au moins, dans l'obscurité, il avait chaud. Au moins, dans l'obscurité, il pouvait prétendre que sa mère était encore en vie. Mais Tommy Crawford n'avait pas survécu 2 ans dans la rue en abandonnant. Il se mit à marcher. Il ne savait pas où il allait. Il ne voyait pas les étoiles. Il ne trouvait aucun repère. Il marchait simplement, un pied devant l'autre, au rythme de la survie qu'il avait maintenue en vie jusqu'à présent. Après ce qui lui semblait être des heures, il vit quelque chose à travers la blancheur. Une forme sombre contre la pâleur infinie. Une voiture. Elle était couchée dans un fossé, inclinée à un angle aigu, l'avant enfoncé dans un banc de neige. Une fine fumée grise s'élevait sous le capot, déchirée par le vent dès qu'elle apparaissait. La première pensée de Tommy fut celle d'un abri. Une voiture signifiait pouvoir s'abriter du vent. Sa deuxième pensée fut celle du danger. Une voiture dans un fossé pouvait signifier n'importe quoi. Des accidents, des ivrognes, des gens qui pourraient faire du mal à un garçon sans abri.
Il s'approcha prudemment, contournant la voiture pour se rendre à la vitre côté conducteur. À l'intérieur, affalée contre le volant, se trouvait une vieille femme. Des cheveux gris, les yeux fermés, du sang sur le front. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait très légèrement. Elle était vivante, à peine. Puis il l'entendit, une voix faible et terrifiée provenant de la banquette arrière. « Bonjour, il y a quelqu'un? Aidez-moi, s'il vous plaît! » « S'il vous plaît? » Le cœur de Tommy s'arrêta. Il y avait un enfant dans cette voiture. « Je suis là, » cria-t-il, mais le vent emporta ses paroles. « Où êtes-vous? »« Sur la banquette arrière. Je ne peux pas sortir. Grand-mère ne se réveille pas. » Tommy se dirigea vers la vitre arrière. À l'intérieur, blottie sous des couvertures, se trouvait une fillette d'environ 6 ans. Son visage était pâle comme la mort. Ses lèvres devenaient bleues. Tout son corps tremblait, signe que l'hypothermie s'installait. Elle n'avait plus beaucoup de temps. Tommy regarda ses bottes. Du cuir craquelé, des talons épais, les bottes qu'il avait prises à un homme mort 8 mois auparavant. Il retira sa botte gauche. Le froid lui transperçait le pied comme une lame. Il saisit la botte par le bout, la leva au-dessus de sa tête et frappa la vitre avec le talon. Le verre se fissura. Il frappa encore et encore, et encore. Au 4e coup, la vitre vola en éclats vers l'intérieur. Tommy passa la main à travers les morceaux de verre, ignorant les coupures sur son bras, et déverrouilla la porte. L'air froid s'engouffra dans la voiture. La fillette s'écria « Ça va aller, je vais vous aider. »« Comment vous appelez-vous? »« Ellie. »« Bonjour, Ellie. Je m'appelle Tommy. Pouvez-vous bouger? J'ai de mal à la poitrine. » Tommy sentit son sang se glacer. Une douleur à la poitrine chez une enfant de cet âge par un froid pareil. Mauvais signe, très mauvais signe. Il regarda la femme inconsciente devant lui, qui respirait encore, qui était encore en vie, mais il ne pouvait pas porter 2 personnes. Il ne pouvait même pas soulever un adulte, mais il pouvait porter une enfant. L'hôpital le plus proche était à Dutch. À quelle distance? 20 mètres? 30? Il n'en avait aucune idée. C'était impossible. Personne ne pouvait marcher aussi loin dans une tempête de neige avec un enfant sur le dos. Mais rester signifiait mourir, tous les deux. « Ellie, écoute-moi bien. Ta grand-mère est blessée, mais les secours arrivent. Pour l'instant, je dois t'emmener dans un endroit chaud. Tu peux t'accrocher à mon dos comme si je te portais à Califourchon. Tu vas me porter dans la tempête. Oui, mais c'est tellement loin. J'ai déjà marché plus loin, maintit Tommy. Ce n'est rien, mais tu dois t'accrocher fort. Quoi qu'il arrive, ne lâche pas. Ellie le regarda avec des yeux trop vieux pour son visage. Des yeux qui avaient tout vu. Promets-moi que tu ne me laisseras pas. Tommy pensa à son père le matin où il s'était réveillé seul. La promesse qui avait été si complètement brisée qu'elle avait détruit sa capacité à croire aux promesses. Mais c'était différent. Ce n'était pas une promesse à tenir pendant des années. C'était une promesse à tenir pendant quelques heures. « Je te le promets, » dit Tommy. « Je ne te laisserai jamais. » Il la souleva sur son dos. Elle enroula ses bras autour de son cou, ses jambes autour de sa taille. Elle ne pesait presque rien. 27 d'enfants mourants s'accrochant à lui comme s'il était la dernière chose solide dans l'univers. Tommy se tourna vers l'obscurité et fit son premier pas. 9 mètres jusqu'à Dutch, 9 mètres à travers la pire tempête de neige depuis 50 ans. 9 miles avec la fille d'un inconnu sur le dos et la mort marchant à ses côtés. Il ne savait pas ce que cette promesse lui coûterait. Il était sur le point de le découvrir. Si vous retenez votre souffle en ce moment, cliquez sur le bouton « J'aime ». Vous en êtes pas un bol, premier kilomètre. Tommy se souviendrait plus tard que le premier kilomètre avait été le plus facile. Il se souviendrait avoir pensé « Ce n'est pas si terrible, je peux le faire ». Le poids sur son dos n'était rien. Ellie s'était enroulée autour de lui comme un koala, ses bras serrés autour de son cou, ses jambes fermement agrippées à sa taille. Le vent était violent, mais Tommy avait déjà affronté des vents violents. La neige était profonde, mais Tommy avait déjà attendu dans la neige profonde. Le froid était glacial, mais Tommy avait déjà survécu à des froids glaciaux. Un pied devant l'autre, encore et encore le rythme de la survie. Le souffle d'Ellie était chaud contre son cou, la seule source de chaleur dans tout cet univers gelé. Sa petite voix perçait le vent hurlant. « Tommy. »« Oui. Est-ce qu'on va mourir? » La question le frappa comme un coup physique, non pas parce qu'elle était inattendue. Il s'était posé la même question, mais parce qu'elle la posait avec un tel calme, comme si elle s'intéressait à la météo.
comme si elle avait déjà accepté que la réponse puisse être oui. Non, nous n'allons pas mourir. Comment le sais-tu? Parce que j'ai promis de ne pas t'abandonner. Et je ne peux pas tenir cette promesse si je suis mort. Une pause, puis un petit rire incroyable. C'est un raisonnement bizarre. Un raisonnement bizarre reste un raisonnement. Mon papa dit ça aussi. Parle-moi de ton papa. Il est grand, vraiment grand. Il a une moto, il porte des vêtements en cuir et il a des tatouages. Les gens le trouvent effrayant, mais il ne l'est pas. C'est la personne la plus gentille du monde. Tommy sourit malgré tout. Malgré le froid qui lui transperçait les os, malgré le poil qui s'alourdissait à chaque pas. Il a l'air gentil. Il me tresse les cheveux tous les matins. Tu savais que les garçons pouvaient en tresser les cheveux? Je ne le savais pas. Lui non plus. Il a appris sur YouTube. Grand-mère dit que ses premières stresses ressemblaient à des nids d'oiseaux. Tommy rit. Il rit vraiment. Cette fille mourante sur son dos le faisait rire au milieu d'une tempête de neige. Tu as un papa, Tommy? La question était innocente. La douleur qu'elle provoquait ne l'était pas. J'en avais un. Il est parti. Où est-il parti? Je ne sais pas. Il ne te l'a pas dit? Non, c'est méchant. Oui, ça l'était. Mon papa ne ferait jamais ça. Il a promis qu'il serait toujours là. Il l'a promis sur la tombe de maman. Ta maman? Elle est morte quand j'étais bébé. Je ne me souviens pas d'elle, mais papa me montre des photos. Elle était très jolie. Tommy ne savait pas quoi dire. Il avait passé tellement de temps à vouloir à l'univers de lui avoir pris sa mère. Mais au moins, il avait des souvenirs. 7 ans de baisers et de berceuses, Ellie n'avait que des photos. Et pourtant, elle n'était ni en colère, ni amère. Elle aimait simplement son père et trouvait de la joie dans les tresses, les cookies aux pépites de chocolat et un arbre spécial où sa mère avait l'habitude de jouer. Tommy avait passé 2 ans à apprendre à survivre. Peut-être qu'Ellie pourrait lui apprendre quelque chose sur l'art de vivre. 2e kilomètre. Les pieds de Tommy étaient engourdis. Il s'y attendait. Le journal dans ses bottes avait été trempé dès les 20 premières minutes. Le froid s'était insinué progressivement, commençant par ses orteils, remontant jusqu'à ses chevilles, pour finalement s'installer dans un bloc solide de néant à partir des genoux. Il ne sentait plus ses pas. Il ne pouvait que regarder ses jambes enfoncer la neige et espérer qu'elles continueraient à fonctionner. C'était dangereux. À ces températures, les engelures pouvaient apparaître en quelques minutes. Mais s'arrêter signifiait mourir. Alors Tommy continua à marcher. « Tommy? »« Oui, patronne, j'ai vraiment froid. » Ces mots lui glacèrent le sang. Pas le sang glacé par la tempête, le sang glacé par la peur. Il tendit le bras pour ajuster sa position. Sa peau était froide. Trop froide. Je sais, Ellie, mais nous devons continuer à avancer. Bouger nous permet de rester au chaud. D'accord, mais ses bras autour de son cou étaient désormais moins serrés. Elle le tenait moins fermement par la taille, et quelque part au fond de son esprit, Tommy se souvint d'une chose qu'il avait entendue au refuge. Lorsqu'une personne en hypothermie cesse de trembler, cela signifie que son corps a renoncé à produire de la chaleur. Ellie avait cessé de trembler. 3e kilomètre. Tommy se mit à pleurer. Il ne s'en rendit pas compte tout de suite. Les larmes gelèrent presque instantanément sur ses joues, mais les sanglots secouaient sa poitrine, lui coupaient le souffle, rendaient chaque pas plus difficile que le précédent. Il pleurait pour Ellie, qui ne survivrait peut-être pas. Il pleurait pour lui-même, qui ne survivrait probablement pas non plus. Il pleurait pour sa mère qui lui avait promis que tout irait bien, puis l'avait laissé seul dans un monde qui lui avait donné tort. Il pleurait parce qu'il avait 11 ans et qu'il allait mourir dans une tempête de neige avec l'enfant d'un inconnu sur le dos et que personne ne saurait jamais ce qui lui était arrivé. Personne ne saurait jamais qu'il avait essayé. Les larmes continuèrent de couler. Il ne pouvait pas les arrêter. Il n'essayait pas de les arrêter, mais ses pieds continuaient d'avancer. Si vous pensez que ce garçon mérite tout après ce qu'il s'apprête à faire, écrivez « Tommy est un héros » dans les commentaires. Montrez-lui un peu de respect. 4e kilomètre. Tommy vit sa mère. Elle se tenait dans la neige devant lui, claire comme le jour, vêtue de la robe bleue qu'elle portait tous les dimanches à l'église, arborant le sourire qu'elle réservait uniquement pour lui. « Mon bébé, » dit-elle, « tu es si fatigué. Pourquoi ne te reposes-tu pas? »« Je ne peux pas, maman. J'ai promis. Les promesses ne sont pas toujours tenues, mon bébé. Tu le sais mieux que quiconque. Pas celle-ci. » Elle pencha la tête.
Pourquoi celle-ci est-elle différente? Parce qu'elle compte sur moi, parce que personne d'autre ne viendra, parce que si j'arrête, elle mourra. Le sourire de sa mère devint triste. Tu pourrais mourir de toute façon, je sais. Vaut-elle la peine de mourir pour elle? L'enfant d'une inconnue. Tommy réfléchit à la question. Il y réfléchit vraiment. Le froid lui donnait tout le temps nécessaire pour réfléchir. Oui, finit-il par dire, elle en vaut la peine. Pourquoi? Parce que quelqu'un aurait dû valoir la peine que je meure pour lui. Et personne ne l'a valu. L'image de sa mère vacilla, puis s'estompa. La neige engloutit son trou, mais sa voix resta. Je suis fier de toi, mon bébé. Je suis tellement fier. Tommy traversa l'espace où elle se trouvait et ne se retourna pas. 5e kilomètre. Tommy tomba. Ses jambes cessèrent tout simplement de fonctionner. L'instant d'avant, il marchait. L'instant d'après, il était face contre terre dans la neige, le poids d'Ellie l'enfonçant davantage dans la blancheur. Le froid l'enveloppait comme une amante. Il lui murmurait des promesses de repos, de sommeil, de fin de la douleur. Il aurait été si facile de rester allongé, si facile de fermer les yeux, si facile de laisser la tempête gagner. La voix d'Ellie transperça le brouillard. « Tommy, Tommy, lève-toi. Je ne peux pas. Tu as promis. » Ces mots le frappèrent comme une gifle. « Tu as promis. Je promets de ne jamais te quitter. » Il n'avait pas fait cette promesse à un adulte qui l'aurait de toute façon rompu, mais à une fillette de 6 ans dont le seul crime était d'avoir été dans la mauvaise voiture au mauvais moment. Tommy enfonça ses mains dans la neige, il poussa. Son corps hurlait, son esprit hurlait. Tout en lui criait d'arrêter. Il poussa plus fort, et d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, Tommy Crawford se remit debout. « Bien, » murmura Ellie. « Bravo, Tommy rit, ou sanglota. Il ne pouvait plus faire la différence. « Merci, patronne. Continuons d'avancer. Encore 4 miles à parcourir. 4 miles d'un fer. » Puis Ellie prononça 2 mots qui résonneraient dans l'esprit de Tommy pour le reste de sa vie. « Je te crois. »« Quoi? Tu as dit qu'on ne mourrait pas. » Elle pressa son visage contre son épaule. « Je te crois. » La gorge de Tommy se serra. Cette fille impossible, mourante, têtue. Elle le croyait, lui faisait confiance, mettait sa vie entre ses mains sans hésitation. Il ne pouvait pas la laisser tomber. Il ne la laisserait pas tomber. Tommy redressa les épaules, ajusta le poids d'Ellie sur son dos et s'enfonça dans le vide blanc. Encore 6 kilomètres. Kilomètre 6. Tommy cessa d'être Tommy. Il ne remarqua pas la transition. L'instant d'avant, il était un garçon de 11 ans portant une fillette de 6 ans à travers une tempête de neige. L'instant d'après, il était autre chose, quelque chose qui dépassait l'humain, quelque chose qui n'existait que pour aller de l'avant. Ses pieds avaient cessé d'avoir de l'importance depuis des kilomètres. Ses mains avaient cessé d'avoir de l'importance vers le kilomètre 6. Son visage avait cessé d'avoir de l'importance lorsque le givre s'était accumulé sur ses cils, si épais qu'il pouvait à peine voir. Tout ce qui comptait, c'était d'avancer. Aller de l'avant était la seule direction, la seule pensée, la seule réalité. Le vent hurlait. Tommy l'ignorait. La neige griffait. Tommy l'ignorait. Le froid lui murmurait des promesses de paix, de repos, de sommeil éternel dans un lit blanc qui ne lui ferait plus jamais de mal. Tommy ignorait tout cela. Il était devenu une machine à marcher, une machine à survivre. Et les machines ne ressentent rien. Les machines n'ont pas peur. Les machines continuaient simplement à fonctionner jusqu'à ce qu'elles tombent en panne. Tommy n'était pas encore en panne. Kilomètre 11. Tommy vit des lumières. Au début, il crut qu'il hallucinait à nouveau, comme lorsqu'il avait vu sa mère. Le froid pouvait provoquer cela. Lorsque l'hypothermie était suffisamment avancée, les gens voyaient des choses qui n'étaient pas là. Mais les lumières ne disparurent pas. Elles clignotaient au loin, à peine visibles à travers le mur blanc. Des lumières jaunes, des lumières chaudes. Le genre de lumières qui signifiait des bâtiments, qui signifiait des gens, qui signifiait la vie. « Ellie, Ellie, réveille-toi. Je vois des lumières. » Pas de réponse. Ellie avait cessé de répondre 2 kilomètres plus tôt. Sa respiration était désormais superficielle, à peine détectable. Sa peau était devenue grisâtre, mais elle respirait encore, elle était encore en vie, elle valait encore la peine d'être sauvée. Tommy se dirigea vers les lumières et marcha. Ellie remua contre son dos. Sa voix était à peine plus qu'un murmure. « Tommy. »« Oui, patron, merci. »« Pourquoi?
pour ne pas m'avoir abandonné. Les yeux de Tommy brûlaient, pas à cause du froid, à cause de toute autre chose. On y est presque, Ellie. Tiens bon, j'essaye. Je sais. Tu t'en sors très bien, Tommy. Oui. Tu veux être mon frère? La question surgit de nulle part. Elle ne le frappa plus fort que le vent, plus fort que le froid, plus fort que tout ce que la tempête lui avait infligé. Quoi? Quand on sera à la maison, tu seras mon frère? J'ai toujours voulu avoir un frère, et tu es gentil et tu m'as sauvé. Tommy ne pouvait pas parler. Les mots restaient coincés dans sa gorge, bloqués par quelque chose qui ressemblait à un mélange de larmes, de rire et d'espoir. Oui, finit-il par dire. Oui, Ellie, je serai ton frère. Promis, je te le promets. Elle sourit contre son épaule. Il pouvait le sentir même à travers toutes les couches de vêtements, même à travers le froid, l'épuisement et la douleur. Bien, je te tiendrai au mot. Puis son corps s'affaissa, inconscient à nouveau, mais toujours en vie. Toujours en vie, Tommy marcha plus vite. Au kilomètre 8, Tommy tomba pour la 17e fois. Il avait arrêté de compter vers la 10e chute, mais son corps s'en souvenait. 17 chutes, 17 efforts pour se relever, 17 moments allongés dans la neige, se demandant si c'était enfin la fin. Cette fois-ci, c'était différent. Cette fois-ci, Tommy pouvait voir l'hôpital, pouvait voir l'entrée des urgences éclairées comme un phare dans l'obscurité, pouvait voir les portes coulissantes et les ambulances et la promesse de chaleur, de sécurité et de survie. Il était peut-être à 200 mètres. 200 mètres auraient tout aussi bien pu être 200 mètres. Tommy était allongé dans la neige, le poids d'Ellie le clouant au sol et sentait son corps s'éteindre. Pas progressivement, complètement. Ses bras ne bougeaient plus, ses jambes ne bougeaient plus. Ses poumons pouvaient à peine aspirer assez d'air pour le maintenir conscient. C'était fini, il avait tout donné. Chaque once de force, chaque parcelle de volonté, et cela n'avait pas suffi. 200 mètres. C'était de la distance qui les séparait. C'était de la distance qui séparait Ellie de la survie. Je suis désolé, pensa Tommy. Je suis désolé, Ellie. Je suis désolé de ne pas avoir pu t'y emmener. Je suis désolé d'avoir fait une promesse que je ne pouvais pas tenir. Il ferma les yeux. Le froid l'enveloppa comme une couverture. Puis Ellie parla. Tommy. Sa voix n'était qu'un murmure. Un souffle. Tommy, ne t'arrête pas, s'il te plaît. Je vois les lumières. Nous sommes si près. Elle pouvait voir les lumières à travers la tempête, à travers le givre, à travers tout. Elle pouvait voir les lumières, et elle le suppliait de ne pas abandonner. Si vous pleurez en ce moment, cliquez sur j'aime. Vous n'êtes pas seul. Si vous pensez que ce genre d'amour devrait se répandre, envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle que les miracles existent. Tommy ouvrit les yeux. Les lumières étaient toujours là, toujours vacillantes, toujours en attente. 200 mètres. Il avait marché 14 kilomètres dans une tempête de neige avec un enfant mourant sur le dos. Il était tombé 17 fois et s'était relevé 17 fois. Il avait survécu à des choses qui auraient dû le tuer 10 fois. 200 mètres, ce n'était rien. 200 mètres, c'était tout. Tommy enfonça ses mains dans la neige. Ses doigts ne répondaient plus, alors il utilisa ses avant-bras à la place. Il poussa. Son corps hurla de douleur, mais il poussa encore plus fort. « Allez, 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 allez !» Ses genoux trouvèrent un appui. Il se releva, vacillant, chancelant, à peine humain, mais debout. « Bravo !» souffla Ellie. « Je savais que tu pouvais y arriver. » Tommy rit. Cela ressemblait à un sanglot, mais c'était un rire. « Merci, patron. Finissons ce que 100 mètres. » Tommy tomba à nouveau pour la 18e fois. Il se releva, la 18e fois, 50 mètres. Sa vision devenait grise sur les bords. Son corps s'éteignait, organe après organe. Il sentait qu'il mourait à chaque pas. Il continua à marcher. 20 mètres. Les portes des urgences étaient juste là, à portée de main. 10 mètres. Les genoux de Tommy se dérobèrent. Il tituba, se rattrapa. Tituba à nouveau, 5 mètres. Il atteignit l'entrée. Les portes automatiques ne s'ouvriront pas. Les capteurs étaient gelés, cassés ou simplement incapables de détecter la créature recouverte de neige qui était autrefois un garçon. Tommy se retourna, appuya son dos contre la vitre et glissa jusqu'à s'asseoir sur le béton. Ellie glissa de son dos et atterrit à côté de lui, toujours en vie, toujours respirant. Pendant un long moment, rien ne se passa. La tempête hurlait. La neige tombait.
Tommy resta assis là avec la fille qu'il avait portée pendant 15 kilomètres, attendant que quelqu'un les remarque. Puis il leva son poing gelé et frappa la vitre une fois, deux fois, trois fois. Les portes s'ouvrirent de l'intérieur. Une femme en blouse se tenait là, le visage figé par le choc. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? » « Elle s'appelle Ellie, articula Tommy, la voix à peine audible. Sa grand-mère est dans une voiture sur l'autoroute 41, au kilomètre 17. Elle a des problèmes cardiaques. Elle a besoin d'aide. L'infirmière le regarda Ellie, regarda les traces de pas gelés qui menaient de l'obscurité derrière eux. « Vous l'avez portée jusqu'ici? » Tommy ne répondit pas. Il ne pouvait pas répondre. Le monde devint gris, puis noir, puis plus rien. La dernière chose qu'il entendit avant de perdre connaissance fut la voix d'Ellie, faible mais vivante. Il avait promis de ne pas m'abandonner. Tommy s'effondra sur le sol de la salle des urgences, et le véritable combat commença. Les infirmières découvrirent l'étendue des dégâts lorsqu'elles lui retirèrent ses bottes. Ses pieds étaient blancs, pas pâles, blancs, de la couleur d'un tissu gelé, de la couleur de la mort qui s'insinuait depuis les extrémités. « Apportez les couvertures chauffantes !» cria quelqu'un. Toutes. Ils s'occupèrent de lui pendant 2 heures, réchauffant progressivement sa température corporelle, car un réchauffement trop rapide pouvait provoquer un arrêt cardiaque. Ils traitèrent les gelures sur ses pieds, ses mains, son visage, et lui administrèrent des fluides pour remplacer ce que le froid lui avait volé. À son arrivée, sa température était de 28 degrés. La température normale est de 37 degrés aussi. Il était à 9 degrés de la mort. En fait, le médecin a déclaré plus tard qu'il aurait dû mourir vers le kilomètre 8. Son corps n'avait tout simplement pas compris le message. Dans la chambre voisine, Ellie menait son propre combat. Le froid avait poussé son cœur endommagé à bout. L'arythmie s'était transformée en crise cardiaque complète lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital. Seule l'intervention immédiate de l'équipe de traumatologie l'a maintenue en vie. Elle était désormais stable, dans un état critique, mais stable, respirant par elle-même, son cœur fonctionnant tant bien que mal grâce à un cocktail de médicaments. Et quelque part sur l'autoroute 41, une équipe de secours ait trouvé Dorothy Blackwood, inconsciente mais vivante, enveloppée dans toutes les couvertures, tous les manteaux et tous les morceaux de tissu qu'un garçon sans abri avait pu trouver dans sa voiture. Elle survivrait. Ils survivraient tous grâce à un garçon de 11 ans qui avait refusé de rompre sa promesse. Mais Tommy ne savait rien de tout cela. Tommy rêvait. Dans son rêve, il marchait dans la neige, mais cette fois, il n'était pas seul. Sa mère marchait à ses côtés. Ellie marchait de l'autre côté. Et devant eux, à travers la blancheur, ils pouvaient voir quelque chose de doré, de la chaleur, la sécurité, un foyer. « C'est quoi cet endroit? » demanda-t-il à sa mère. « C'est là où tu vas, mon bébé, mais je n'ai pas de foyer. » Sa mère sourit. « Tu en auras un. » Puis elle s'estompa. La neige s'estompa. Tout s'estompa dans le blanc. Et Tommy Crawford s'endormit sans savoir que lorsqu'il se réveillerait, toute sa vie serait différente. Si cette histoire vous émeut, c'est que vous êtes humain. Abonnez-vous si vous pensez que chaque enfant mérite une seconde chance. Écrivez que la famille n'est pas une question de sang, si vous pensez que l'amour est un choix. Raymond Blackwood a reçu l'appel à 3h47 du matin. Il n'avait pas dormi, il ne pouvait pas dormir. Quelque chose n'allait pas depuis le début de la nuit, un sentiment viscéral qui l'empêchait de se reposer. Il avait arpenté la maison pendant des heures, vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes, attendant que sa mère l'appelle pour lui dire que tout allait bien. L'appel qu'il a reçu ne venait pas de sa mère. « Monsieur Blackwood, ici l'hôpital St. Luke's à Dodd. Le cœur de Raymond s'est arrêté. Votre mère a été retrouvée inconsciente dans son véhicule sur l'autoroute 41. Elle est stable, mais est traitée pour hypothermie et blessure à la tête. Et ma fille Raymond pouvait à peine former les mots. Ellie, où est Ellie? Votre fille est dans notre unité de soins intensifs pédiatriques. Elle a subi un accident cardiaque dû à une hypothermie sévère. Son état est critique mais stable. Raymond était déjà en mouvement, saisissant ses clés, sa veste, son casque, courant déjà vers le garage où l'attendait sa moto. Comment est-elle arrivée là? L'hôpital est à 50 km de la maison de ma mère. Comment une fillette de 6 ans souffrant d'une maladie cardiaque s'est-elle retrouvée à votre service des urgences? Une pause au bout du fil, puis des mots qui n'avaient aucun sens. Un garçon l'a portée, Monsieur Blackwood,
un enfant. Il a traversé la tempête de neige avec votre fille sur le dos. Nous ne savons pas sur quelle distance. Nous ne savons pas qui il est. Il s'est effondré avant que nous puissions lui demander son nom. Raymond s'est figé, la main sur la porte, un garçon âgé de 11 ou 12 ans, gravement gelé, en hypothermie. Franchement, il devrait être mort. Les médecins n'ont jamais vu ça. Où est-il maintenant? Il est soigné. Mais Monsieur Blackwood, il y a autre chose. Lorsque votre fille a repris conscience, elle a immédiatement demandé à le voir. Elle a dit qu'il s'appelait Tommy. Elle a dit qu'il avait promis de ne pas la quitter. Les jambes de Raymond ont failli se dérober sous lui. Un enfant, un garçon, le fils de quelqu'un, avait porté sa fille à travers une tempête de neige qui avait tué 23 personnes. Il avait traversé l'enfer pour sauver une fille qu'il n'avait jamais rencontrée. Je suis en route, Monsieur Blackwood. Les routes ne le sont pas. Je suis en route. Il raccrocha et ouvrit la porte du garage. La tempête faisait toujours rage. La neige s'était accumulée sur 1 mètre de haut dans l'allée. Le vent pouvait renverser un homme, les températures pouvaient tuer en quelques minutes. Raymond s'en moquait. Il enfourcha sa Harley, la démarra d'un coup de pied et s'élança dans la mort blanche. Cela lui prit 4 heures. 4 heures à lutter contre les congères. 4 heures à lutter contre le vent qui essayait de le faire sortir de la route. 4 heures dans un froid si brutal qu'il a perdu toute sensation dans ses mains au bout de 2 heures et dans ses pieds au bout de 3 heures. Il a chuté 2 fois, s'est relevé 2 fois, a continué à rouler parce que sa fille était en vie. Et quelque part dans cet hôpital se trouvait un garçon qui avait rendu cela possible. Raymond Blackwood avait des dettes. Il avait commis des erreurs. Il avait fait des choses dont il n'était pas fier. Mais il n'avait jamais dû à personne ce qu'il devait à cet enfant. Et Raymond Blackwood payait toujours ses dettes. Il a fait éruption dans l'hôpital à 8h15 du matin, couvert de neige, à moitié gelé, ressemblant à un mort-vivant. Les infirmières ont essayé de l'arrêter. Lui ont dit qu'il avait besoin de soins médicaux. Il les a toutes repoussées. « Ellie, où est ma fille? » Elles lui indiquèrent. Il courut. Elle était dans un lit trop grand pour son petit corps, entourée de machines, de tubes et de moniteurs qui bipaient à chaque battement de cœur. Ses yeux étaient fermés. Son visage était pâle. Mais elle respirait. Elle était en vie. Raymond tomba à genoux à côté de son lit et pleura. Pour la première fois en 17 ans, Raymond Blackwood pleura. « Papa. » La petite voix le fit lever les yeux. Les yeux d'Ellie étaient ouverts, fatigués et faibles, mais ouverts. Et les premiers mots qui sortirent de sa bouche ne concernaient pas elle-même. « Papa, tu dois retrouver le garçon. »« Je sais, ma chérie, je sais. Il s'appelle Tommy. Il m'a porté. Il a promis de ne pas m'abandonner et il a tenu parole. Il est tombé tellement de fois, mais il s'est toujours relevé. Papa, tu dois le retrouver. Il est quelque part là-bas. Il est seul, il pense que personne ne veut de lui. » Raymond prit la main de sa fille, si petite, si fragile, encore là grâce au courage incroyable d'un inconnu. « Je vais le retrouver, Ellie, je te le promets. Je vais le retrouver. Promis, je te le promets. » Ellie sourit, le même sourire qu'elle avait adressé à Tommy dans la neige. Le sourire qui disait qu'elle y croyait. « Bien. » Elle ferma les yeux. « Je lui ai dit qu'il pouvait être mon frère. J'espère que ça ne te dérange pas. » Le cœur de Raymond se serra. « Ça ne me dérange pas, ma chérie. C'est même mieux que ça. » Elle se rendormit. Raymond se leva, s'essuya les yeux et sortit de la chambre. Il avait une promesse à tenir. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez savoir ce qui va se passer ensuite. La partie la plus importante de cette histoire est sur le point de commencer. Raymond trouva le médecin devant la chambre du garçon. « Comment va-t-il? » Le médecin, une femme nommée Chen, que Raymond avait déjà vue lors des rendez-vous réguliers d'Ellie, secoua la tête incrédule. Il devrait être mort. Sa température corporelle était de 28 degrés à son arrivée. Il souffrait de graves gelures aux 2 pieds, aux mains et à certaines parties du visage. Il était déshydraté, épuisé et mal nourri. Ce garçon n'avait pas mangé correctement depuis des mois, voire plus. Mais il va vivre. Il va vivre. Ses pieds étaient gravement endommagés, mais nous avons réussi à les sauver. Il faudra des mois de rééducation pour qu'il se rétablisse complètement. Mais oui, il vivra. Raymond expira. Dieu merci, il y a autre chose que vous devez savoir. La voix du Dr. Chen baissa d'un ton.
Ce garçon n'a aucun dossier, aucun antécédent médical, aucun contact en cas d'urgence. Lorsque nous avons saisi sa description dans le système, nous avons trouvé un avis de disparition datant d'il y a 2 ans. Fugueur d'un foyer d'accueil. La famille dont il s'était enfui a fait l'objet d'une enquête pour violation des lois sur le travail des enfants 6 mois après sa disparition. Raymond serra les poings. Il vivait dans la rue depuis 2 ans. Un enfant de 11 ans, sans abri, survivant seul dans les hivers du Minnesota. Et il a utilisé le peu qu'il avait pour sauver votre fille. Raymond regarda par la fenêtre le garçon allongé dans son lit, petit, maigre, meurtri par une vie qui ne lui avait montré aucune pitié. Et pourtant, il avait marché 15 kilomètres sous une tempête meurtrière pour sauver un inconnu. L'assistante sociale sera là demain, a poursuivi le Dr. Chen. Ils veulent le replacer dans le système d'accueil. Non, le mot est sorti avec force. Définitif, la voix que Raymond utilisait quand il ne demandait pas. Monsieur Blackwood, ce n'est pas si simple. Il y a des procédures, des exigences légales. Raymond s'est tourné vers elle. Ses yeux étaient rougis par les larmes, mais ils étaient désormais remplis de détermination. Dr. Chen, j'ai 200 frères qui s'interposeront entre ce garçon et quiconque tentera de l'emmener ailleurs. Il ne veut pas partir. J'ai des avocats. J'ai des ressources et j'ai une dette que je passerai le reste de ma vie à rembourser. Il regarda Tommy. Ce garçon a sauvé ma fille, sauvé ma mère, donné tout ce qu'il avait pour des gens qu'il ne connaissait pas, et vous me dites que le système veut le renvoyer dans la même machine qu'il a tellement laissé tomber qu'il a préféré vivre dans un égout plutôt que de demander de l'aide. Monsieur Blackwood, il est à moi maintenant. La voix de Raymond se brisa. Vous comprenez? Il est à moi et personne ne l'emmènera nulle part. Le Dr. Chen resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle acquiesça. Je vais passer quelques coupes de fil, voir ce que je peux faire. Merci. Elle s'éloigna. Raymond resta à la fenêtre, regardant le garçon dormir, regardant son fils dormir. Tommy se réveilla dans la chaleur. Ce n'était pas normal. La chaleur signifiait le danger. La chaleur signifiait qu'il avait été trouvé, attrapé, emmené quelque part où il ne voulait pas être. Il ouvrit brusquement les yeux, son corps se raidit, prêt à s'enfuir. Mais ses jambes ne répondaient pas. Elles étaient enveloppées de bandages, surélevées sur des oreillers, reliées à des machines qui émettaient de légers bips dans la pièce silencieuse. Il était piégé. Du calme, fiston. Du calme. Tu es en sécurité? Tommy tourna brusquement la tête vers la voix. Un homme était assis sur la chaise à côté de son lit, un homme énorme. Le plus grand homme que Tommy ait jamais vu. Des bras comme des troncs d'arbres, une poitrine comme un tonneau, un visage comme s'il avait été sculpté dans le granit et usé par 50 ans de vie difficile. Il était vêtu de cuir noir, de la tête aux pieds, et sur son gilet, des écussons et des symboles que Tommy ne reconnaissait pas, mais qu'il comprenait d'une certaine manière. C'était un homme dangereux. « Qui êtes-vous? » La voix de Tommy sortit dans un croassement. « Que voulez-vous? » L'homme se pencha en avant. Ses yeux étaient rouges, fatigués, mais pas en colère. Quelque chose d'autre, quelque chose que Tommy ne savait pas nommer. « Je m'appelle Raymond Blackwood. La plupart des gens m'appellent Razor. » Tommy sentit son sang se glacer. « Vous êtes le père d'Ellie, oui. Elle va bien? Elle est en vie, grâce à vous. » Tommy s'affaissa contre les oreillers. Un soulagement si puissant l'envahit qu'il en eut le vertige. « Tant mieux, c'est une bonne chose. Je suis heureux. » L'homme appelé Razor le fixa du regard. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Puis, lentement, une larme coula sur la joue burinée de l'homme. Vous l'avez porté sur 15 kilomètres à travers une tempête de neige qui a tué 23 personnes. Vous lui avez donné tout ce que vous aviez, et quand vous êtes arrivé à l'hôpital, vous vous êtes éloigné en rampant pour mourir seul parce que vous pensiez que personne ne voudrait de vous. Tommy ne répondit pas. Que pouvait-il dire? C'était vrai. Pourquoi? La voix de Razor se brisa. Pourquoi avez-vous fait ça? Risquer votre vie pour une inconnue? Tout donner pour une fille que tu ne connaissais pas? Tommy réfléchit à la question. Il repensa à la longue marche dans la neige. Il repensa au fantôme de sa mère, à la voix d'Ellie et à la promesse qu'il avait faite parce qu'elle lui avait demandé de ne pas la quitter. C'est ça. C'est la seule raison. Tommy croisa le regard de l'homme, le soutint et dit la vérité qu'il avait découverte quelque part vers le kilomètre 8,
parce que quelqu'un aurait dû le faire pour moi, et personne ne l'a fait. Je ne voulais pas qu'elle sache ce que ça fait, d'être seul, d'être oublié, d'être invisible. Le visage de Razor se décomposa. D'autres larmes coulèrent. Il ne les essuya pas. J'ai passé 2 ans, continua Tommy, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. 2 ans dans la rue, 2 ans à n'être personne. Savez-vous ce que c'est? Marcher dans la foule sans que personne ne vous voie. Avoir faim, avoir froid, souffrir et que personne ne s'en soucie. Non, je ne sais pas. Ellie m'a vu dans cette voiture, sous cette tempête. Elle m'a vu. Elle m'a demandé de l'aide. Elle m'a fait confiance. Personne ne m'avait fait confiance depuis des années. Les yeux de Tommy brûlaient. Il cligna des paupières avec force. Je ne pouvais pas la laisser tomber. Je ne pouvais pas être une autre personne qui l'aurait laissé tomber, même si cela devait me tuer, même si personne ne le savait jamais. Razor tendit la main et prit celle de Tommy. Sa prise était douce, incroyablement douce pour un homme aussi grand. Je sais maintenant. Je sais ce que tu as fait. Et je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que tu ne te sentiras plus jamais invisible. Tommy retira sa main, la vieille peur remontant à la surface. Tu n'as pas à faire ça. Je ne l'ai pas faite pour obtenir une récompense. Je l'ai faite parce que c'était de la bonne chose à faire. Je sais. C'est pourquoi tu mérites une récompense. L'assistante sociale vient demain, dit Tommy d'un ton neutre. J'ai entendu les infirmières en parler. Elles ont me renvoyer dans le système. Non, ce n'est pas vrai. Tommy rit amèrement. Ça ne marche pas comme ça. Je suis un fugueur, un numéro de dossier. Elles ne laissent pas partir des enfants comme moi comme ça. Razor se pencha vers lui. Je leur ai dit non. Je leur ai dit que s'ils essayaient de te prendre, ils devraient d'abord passer par moi. Et s'ils passaient par moi, ils devraient passer par tous les frères de mon club. 300 d'entre eux. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que ma fille me l'a demandé. La voix de Razor s'adoucit. Elle veut que tu sois son frère. Elle a dit qu'elle t'avait fait promettre. Tommy eut la gorge serrée. Je lui ai promis, mais je ne pensais pas qu'elle s'en souviendrait. Se souvient de tout. Elle se souvient que tu es tombé 17 fois. Elle se souvient que tu t'es relevé 17 fois. Elle se souvient que tu lui as dit que glisser signifie se relever. Tomber signifie ne pas se relever. Tommy s'est détourné, a fixé le plafond, a essayé de comprendre ce qui se passait. Je ne comprends pas. Quoi? Tout ça? Toi? Quelqu'un qui veut de moi? Ça n'a aucun sens. Razor est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a parlé et sa voix était différente, plus douce, pleine de douleur. Quand Grace est morte, je voulais mourir aussi. La douleur était si grande que je ne pouvais pas voir au-delà, je ne pouvais pas respirer. Mes frères m'ont sauvé. Ils venaient me voir tous les jours. Ils n'ont pas essayé de me guérir, mais ils étaient là. Il a fait une pause. Je veux faire la même chose pour toi. Te donner ce que j'aurais aimé que quelqu'un me donne. Une chance, un choix, une famille. Tommy finit par regarder cet homme immense, terrifiant, vêtu de cuir, qui pleurait sur un garçon sans abri qu'il n'avait jamais rencontré. Et si tu changes d'avis? Et si tu décides que tu ne veux plus de moi? Razor sourit, triste, féroce et sûr de lui. Alors je te retrouverai comme je t'ai trouvé dans cette tempête de neige, autant de fois qu'il le faudra pour le reste de ma vie. Tommy le fixa du regard et pour la première fois en 4 ans, pour la première fois depuis que sa mère était morte et que son père était parti, et que le monde était devenu un endroit froid et cruel où la survie était le seul objectif, Tommy Crawford se permit d'espérer. D'accord, murmura-t-il. D'accord, je vais essayer. Razor lui serra la main. C'est tout ce que je te demande, fiston. C'est tout ce que n'importe qui peut demander. Si vous pensez que chaque enfant mérite quelqu'un qui ne l'abandonnera jamais, écrivez « Je crois » dans les commentaires. Faites savoir à Tommy qu'il n'est pas seul. Le clubhouse des Hells Angels à Duth n'était pas ce à quoi Tommy s'attendait. Il avait imaginé un endroit sombre, dangereux, plein d'ombre et de secrets. Ce qu'il trouva était un bâtiment qui ressemblait à un croisement entre un garage et un restaurant familial. La pièce principale comportait un bar le long d'un mur et des tables de billard au centre. Mais il y avait aussi des canapés confortables disposés autour d'une télévision, une cuisine à l'arrière où quelqu'un faisait frire du bacon et des photos sur les murs, non pas de motos ou de crânes, mais de personnes, de familles, de mariages,
d'anniversaire, de bébés tenus par des hommes tatoués et les larmes aux yeux. Ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais, dit Raymond. Non, ce n'est pas ça. La plupart des gens pensent que nous sommes des criminels, des voyous, des monstres. Raymond haussa les épaules. Certains d'entre nous ont été tous là, mais c'est ici que nous devenons meilleurs. C'est ici que nous trouvons une famille lorsque notre famille de sang nous abandonne. Il posa une main sur l'épaule de Tommy. Tu t'intègres parfaitement, petit. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Il est là, la petite légende en personne. Un homme massif entra dans la pièce, encore plus grand que Raymond. Barbe jusqu'à la poitrine, bras couverts de tatouages, sourire trop large pour son visage. Tommy Crawford. L'homme saisit la main de Tommy et la serra vigoureusement. Je suis Dutch, sergent d'armes, ce qui signifie que je casse des choses et parfois des gens, mais surtout, je cuisine. Tu as faim? Je fais un sandwich au bacon et aux œufs qui est à tomber, le meilleur du Minnesota. Tommy ouvrit la bouche pour répondre, mais Dutch l'entraînait déjà vers la cuisine. Les garçons meurent d'envie de te rencontrer. La nouvelle s'est répandue vite. 9 miles à travers la tempête de neige d'Halloween avec Ellie sur le dos. C'est digne d'un super-héros, gamin. Dutch, la voix de Raymond était ferme mais amusée. Laisse-le respirer. Oui, respirer, c'est important. Dutch lâcha la main de Tommy. Désolé, je m'emballe. C'est l'un de ses nombreux défauts, dit une autre voix. Une femme sortit de la cuisine. Grande, les cheveux gris, avec des avant-bras qui laissaient penser qu'elle pourrait soulever Tommy sans effort. Je suis Maggie, la femme de Dutch, et la seule personne censée dans cet immeuble. Elle s'approcha de Tommy avec une lenteur prudente. Comme on s'approche d'un animal blessé. Comment te sens-tu, mon chéri? Mieux. Encore fatigué, mais mieux. Bien. Nous avons préparé une chambre pour toi. C'est temporaire, le temps que Raymond règle les formalités administratives. Mais c'est chaud et sûr, et personne ne viendra te déranger. Une chambre pour moi? Bien sûr que pour toi. Maggie avait l'air offensée. Tu crois qu'on te laisserait dormir dehors après tout ce qui s'est passé? Tu fais partie de la famille maintenant. La famille prend soin des siens. Tommy ne savait pas comment réagir. Au cours des heures qui suivirent, il apprit ce que signifiait la famille. Tous les membres de la section de Duluth sont venus, puis ceux d'autres sections, puis de plus en plus jusqu'à ce que Tommy perde le compte. Ils sont venus avec des cadeaux, une nouvelle veste, des bottes à sa taille, des bandes dessinées, un sac de couchage pour sa nouvelle chambre, même si Maggie insistait pour dire qu'il n'en aurait pas besoin. Ils sont venus avec des histoires, des récits de leurs propres expériences périlleuses, de leur propre frôlement avec la mort, de leurs propres moments de survie impossibles. Ils sont venus avec respect. Tommy n'avait jamais rien vécu de tel. Dans la rue, il était invisible. Ici, il était vu, reconnu, apprécié. C'était bouleversant, terrifiant, merveilleux. Le soir venu, Tommy était épuisé. Raymond le guida vers une petite pièce au bout d'un couloir, un lit propre, un bureau avec une lampe, une fenêtre donnant sur des rangées de motos. « C'est à moi ?» demanda Tommy. « Pour l'instant, jusqu'à ce que nous t'installions chez moi. » Tommy regarda autour de lui. Ce petit espace était plus grand que tout ce qu'il avait possédé depuis des années. Pourquoi? Le mot lui échappa avant qu'il ne puisse le retenir. Pourquoi fais-tu tout cela? La vérité, pas le discours sur la famille. La vraie raison. Raymond resta silencieux pendant un long moment. Puis il se dirigea vers la fenêtre et regarda la neige. Quand Grace est morte, j'ai fait un serment. J'ai juré qu'Ellie ne connaîtrait jamais la douleur, que je la protégerais de tout. Il se retourna vers Tommy. J'ai échoué. La tempête de neige est arrivée, je n'étais pas là et elle a failli mourir. Ce n'était pas ta faute, peut-être pas. Mais tu étais là. Tu étais là quand je n'étais pas là. Tu l'as protégée quand je ne pouvais pas le faire. La voix de Raymond se brisa. Tu m'as rendu les deux seules personnes qui me restaient au monde. Ma mère, ma fille. Tu as tout donné pour les sauver. Je ne pourrai jamais te rembourser ça. Tu n'as pas à me rembourser. Non, je n'ai pas à le faire. Raymond traversa la pièce et posa ses mains sur les épaules de Tommy. Mais je veux le faire parce que tu le mérites. Parce que chaque enfant mérite quelqu'un qui se battra pour lui. Et parce que ma fille veut un frère et que je n'ai jamais pu lui dire non. Tommy regarda cet homme, ce géant, cette légende, ce père qui aimait si fort que cela rayonnait de lui comme de la chaleur.
Elle veut vraiment que je sois son frère. Elle n'a parlé que de ça pendant 3 jours. Raymond sourit. Elle a déjà planifié ton premier Noël, ta première fête d'anniversaire, ta première leçon de moto, même si je lui ai dit qu'il faudrait peut-être attendre quelques années pour ça. Tommy rit. Cela le surprit. Il n'avait pas ri comme ça depuis longtemps. Et si je ne suis pas doué pour être un frère, je n'ai jamais fait ça avant. Moi non plus, avant d'être père. Tu apprendras au fur et à mesure. C'est comme ça que fonctionne une famille. Tommy resta silencieux pendant un moment. Puis il prit une décision. Il avait passé 2 ans à ériger des murs, à ne faire confiance à personne, à survivre seul. Il était peut-être temps de laisser quelqu'un entrer dans sa vie. D'accord, dit Tommy. D'accord, je te crois. Raymond le serra dans ses bras, doucement et avec force à la fois. Bienvenue dans la famille, fiston. Pour de vrai cette fois. Tommy enfouit son visage dans la poitrine de Raymond et pleura. Pas des larmes de tristesse, ni des larmes de peur. Pour la première fois en 4 ans, Tommy Crawford pleura des larmes de joie. Cette histoire prouve que la famille est un choix. Si vous y croyez, abonnez-vous et écrivez « La famille est un choix » dans les commentaires. Montrez à Tommy qu'il compte. 3 jours plus tard, Tommy se tenait devant 307 personnes. Elles occupaient toutes les chaises du clubhouse. Elles s'alignaient le long des murs. Elles débordaient sur le parking où d'autres s'étaient rassemblés autour de haut-parleurs installés pour diffuser le son à l'extérieur. 307 membres des Hells Angels venus de sections du Minnesota, du Wisconsin, du Dakota du Nord et du Michigan. Des hommes et des femmes qui avaient roulé toute la nuit à travers ce qui restait de la tempête de neige, à travers la glace, la neige et le danger. Tommy ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait pas assimiler cette mer de cuir et de denim, les tatouages et les barbes, les visages qui semblaient avoir été sculptés dans la pierre. D'après ce qu'il avait appris dans la rue, c'étaient des gens dangereux. Mais lorsqu'il franchit la porte, flanqué de Raymond d'un côté et de Dutch de l'autre, chacun d'entre eux se leva. Le bruit était assourdissant. 300 personnes se levant à l'unisson. Le frottement des chaises, le craquement du cuir, une vague de bruit qui submergea Tommy et le laissa figé sur place. « Il se lève pour toi », murmura Raymond. « Accepte-le. » Tommy ne savait pas comment l'accepter. Il ne savait pas quoi faire de ses mains ni de ses yeux. Il avait passé 2 ans à apprendre à être invisible. À présent, 300 personnes le regardaient droit dans les yeux. C'était le moment le plus terrifiant de sa vie et, d'une certaine manière, le plus merveilleux. Dutch le guida vers une petite estrade où une chaise l'attendait. Tommy s'assit, se sentant exposé comme un spécimen sous un microscope. Raymond prit place à la tribune. La salle devint silencieuse. « Mes frères et sœurs, dit Raymond d'une voix qui portait sans amplification, nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer quelque chose de rare, quelque chose que la plupart d'entre nous avons passé notre vie à rechercher sans en connaître le nom. Nous sommes réunis pour honorer le vrai courage. » Il se tourna vers Tommy. « Il y a 3 semaines, ma fille Ellie s'est retrouvée coincée dans une voiture pendant la pire tempête de neige que cet État ait connue en 50 ans. Elle avait 6 ans. Elle souffrait d'une maladie cardiaque qui rendait le froid dangereux pour elle. Elle était seule avec ma mère, inconsciente, dans un fossé sur l'autoroute 41. Aucune aide n'arrivait, aucun espoir de survie. La voix de Raymond se brisa. Il fit une pause pour se ressaisir. C'est alors que Tommy Crawford apparut. Tommy avait 11 ans, il était sans abri. Il n'avait rien. Pas de famille, pas de logement, pas de ressources. Il avait toutes les raisons de passer devant cette voiture pour se sauver, de laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a brisé la vitre avec sa botte. Il a enveloppé ma mère dans tous les morceaux de tissu qu'il a pu trouver. Il a mis ma fille sur son dos et a marché 14 km à travers une tempête de neige qui a tué 23 personnes, par des températures si basses qu'elles ont gelé des oiseaux en plein vol, avec des pieds tellement endommagés par les engelures que les médecins pensaient qu'il allait les perdre. Il a marché parce qu'il avait fait une promesse. Ma fille, délirante de froid, lui a demandé de ne pas la quitter, et il a promis qu'il ne le ferait pas. Les yeux de Raymond brillaient. Il est tombé 17 fois. 17 fois, il a heurté le sol, épuisé, gelé, mourant. Et 17 fois, il s'est relevé parce qu'il avait fait une promesse à une petite fille qu'il n'avait jamais rencontrée. Raymond s'est tourné vers Tommy. « Tommy Crawford, vous avez sauvé la vie de ma fille. Tu as sauvé la vie de ma mère. Tu as rappelé à chaque personne dans cette pièce pourquoi nous roulons,
Pourquoi nous nous battons? Pourquoi nous nous considérons comme une famille? Parce que la famille, ce n'est pas le sang. La famille, c'est être présent. La famille, c'est tenir ses promesses. La famille, c'est porter quelqu'un à travers les ténèbres quand tout en toi te crie d'arrêter. Dutch s'avança, tenant quelque chose dans ses mains. Quelque chose en cuir, noir et lourd, avec des écussons. Tommy retint son souffle. C'est un gilet de prospect, dit Raymond, modifié. Les écussons sont différents. Tu n'as pas l'âge d'être membre à part entière, mais ce gilet te désigne comme l'un des nôtres, comme un membre de la famille, comme quelqu'un qui est sous la protection de tous les frères et sœurs dans cette pièce, dans cet état, dans ce pays. Dutch tendit le gilet. Tommy le fixa du regard. Tu n'es pas obligé de l'accepter. C'est un choix. Ce sera toujours un choix. Mais si tu veux une famille, si tu veux des gens qui seront là pour toi, qui se battront pour toi, qui ne t'abandonneront jamais, c'est ce que nous t'offrons. Tommy pensa à sa mère, à sa promesse que tout irait bien. Il pensa à son père, à la promesse si complètement rompue qu'elle avait brisé sa capacité à croire aux promesses. Il pensa à Ellie, à la promesse qu'il lui avait faite dans cette voiture gelée. La promesse qui avait failli le tuer. Certaines promesses étaient faites pour être rompues. Certaines promesses étaient faites pour tout changer. Tommy se leva. Il marcha vers Dutch. Il prit le gilet. La salle explosa. 300 voix s'élevèrent dans un rugissement qui fit trembler les fenêtres. 300 paires de mains applaudirent, tapèrent du pied, frappèrent tout ce qui était à leur portée. 300 personnes célébrèrent un garçon de 11 ans qui avait traversé l'enfer. Tommy enfila le gilet sur ses épaules. Il était lourd, chaud. Il sentait le cuir et l'espoir. Il lui donnait le sentiment d'appartenir à quelque chose. Raymond passa un bras autour de lui et le serra dans une étreinte à la fois douce et intense. « Bienvenue dans la famille, fiston. » Pour de vrai cette fois. Tommy enfouit son visage dans la poitrine de Raymond et pleura. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ni des larmes de peur. Pour la première fois en 4 ans, Tommy Crawford pleurait de joie. Si vous ressentez ce moment, c'est que vous êtes humain. Abonnez-vous si vous pensez que chaque enfant mérite de ressentir cela. Écrivez « Bienvenue à la maison, Tommy » si vous pensez qu'il le mérite. La fête dura jusqu'à minuit. La nourriture recouvrait toutes les surfaces. Barbecue, hamburger, hot dogs, salade de pommes de terre, haricots squeeze au four, gâteaux, tartes et une montagne de biscuits que Dutch prétendait avoir préparés. Mais Maggie affirmait haut et fort qu'elle les avait cuits pendant qu'il faisait la sieste. La musique emplissait l'air. Un groupe jouait du rock et de la country en live, les membres se relayant au micro. Et pendant tout ce temps, des mains se posaient sur les épaules de Tommy, des tapes dans le dos, des hommes adultes les larmes aux yeux lui disaient qu'il leur avait redonné foi en l'humanité. Vers 23 heures, Ellie est arrivée. Elle était sortie de l'hôpital ce matin-là, encore faible mais stable. Dorothy avait insisté pour l'amener malgré les recommandations des médecins qui lui conseillaient de se reposer. « Ma petite fille veut voir son frère recevoir son gilet », avait déclaré Dorothy. « Aucune force au monde ne m'en empêchera. » Ellie était dans un fauteuil roulant, émitouflée dans tant de couverture qu'elle ressemblait à un bonhomme de neige en tissu. Mais ses yeux étaient brillants, et lorsqu'elle vit Tommy, elle poussa un cri qui transperça tout. « Tommy !» La foule s'écarta. Tommy traversa la pièce et s'agenouilla à côté d'elle. « Hé, patron, tu as un gilet? » Ellie tendit la main et toucha le cuir. « C'est trop cool. Ça veut dire que tu es moteur maintenant? » « Je pense que ça veut dire que je fais partie de la famille. » « Tu faisais déjà partie de la famille. » Ellie le dit avec la certitude simple d'un enfant qui ne comprend pas que ces choses sont censées être compliquées. « Tu es devenu membre de la famille dans la voiture quand tu l'as promis. » « Je suppose que oui. Je veux aussi un gilet quand je serai plus grande. » Un gilet assorti. Elle leva les yeux vers Raymond. « Je peux, papa? » Raymond rit, un vrai rire plein de joie. « Quand tu seras plus grande, beaucoup plus grande. Et seulement si Tommy est d'accord. » Ellie se tourna vers Tommy. « C'est d'accord, dit Tommy. Des gilets assortis. Je te le promets. » Ellie rayonna de joie. Puis elle jeta ses bras autour de son cou et le serra dans ses bras avec une force incroyable. « Merci, murmura-t-elle. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci de m'avoir aidé à me relever. Je ne serais pas ici sans toi. Nous nous sommes sauvés mutuellement. » Oui, je crois que c'est vrai. Dorothy observait la scène,
les larmes coulant sur ses joues ridées. Raymond se tenait derrière elle, les yeux brillants. Ce soir-là, après la fin de la fête et le départ des invités, Tommy sortit sur la terrasse arrière. La neige avait enfin cessé de tomber. Le ciel était dégagé. Les étoiles parsemaient l'obscurité comme des diamants sur du velours noir. Tommy les regarda et pensa à sa mère. « J'ai réussi, maman, murmura-t-il. J'ai trouvé une famille. » Et quelque part dans le silence de cette nuit glaciale, il pouvait presque entendre sa voix. « Je savais que tu y arriverais, mon bébé. Je l'ai toujours su. » 5 ans plus tard, l'auditorium du lycée Duff East était bondé. Des parents, des enseignants, des représentants de la ville et, au fond, 47 hommes et femmes vêtus de gilets en cuir qui attiraient les regards nerveux des participants plus conventionnels. Sur scène, un garçon de 16 ans s'approcha du podium. Tommy Crawford avait grandi. Il mesurait 1,80 m, ses épaules étaient larges, la vigilance sauvage avait disparu de ses yeux, remplacée par une confiance tranquille. Il souriait facilement maintenant, riait souvent, pleurait encore devant les films tristes, même s'il le niait. Il était encore en train de guérir. Il serait probablement toujours en train de guérir. Mais il était vivant. Il était aimé. Et aujourd'hui, il allait raconter son histoire. Il y a 5 ans, commença Tommy d'une voix calme, je vivais dans un tuyau d'évacuation sous le pont Blatnik. L'auditorium se tut. J'avais 11 ans. Ma mère était morte 4 ans auparavant. Mon père m'avait abandonné 3 ans auparavant. J'ai passé 14 mois dans une famille d'accueil où j'étais traité comme un esclave avant de m'enfuir. Je n'avais ni famille, ni amis, ni espoir. J'étais invisible. Il fit une pause, puis une tempête de neige s'abattit. J'ai trouvé une voiture dans un fossé. À l'intérieur se trouvait une fillette de 6 ans, Ellie, qui était mourante. Elle m'a demandé de lui promettre de ne pas l'abandonner. Tommy a regardé la section recouverte de cuir à l'arrière. Raymond était assis avec Dutch d'un côté et Maggie de l'autre. Au premier rang, Ellie sautillait, à peine capable de contenir son excitation. Elle avait maintenant 11 ans et était en bonne santé après une opération cardiaque réussie 2 ans auparavant. J'ai tenu cette promesse. Cela m'a presque tué. Mais je l'ai tenue. Il a fait un geste vers l'arrière. Ces personnes qui rendent certains d'entre vous nerveux sont ma famille. Pas par le sang, mais par choix. Ils étaient là pour moi quand je n'avais rien. Ils m'ont appris que la famille n'est pas une question d'ADN. C'est une question de présence. C'est une question de promesses tenues. C'est une question de soutien mutuel dans l'adversité. Tommy a pris une profonde inspiration. Aujourd'hui, je vais vous annoncer quelque chose sur lequel nous travaillons depuis 2 ans. Elle s'appelle la Fondation 9 mm. Un logo est apparu sur l'écran derrière lui. Une route s'étendant dans la neige. Une petite silhouette qui marche. Une silhouette plus grande qui attend au loin. La Fondation 9 mm se consacre à la recherche et à l'aide aux enfants sans abri du Minnesota. Il ne s'agit pas seulement de les nourrir. Il ne s'agit pas seulement de leur offrir un abri temporaire, mais de leur trouver des familles, de vraies familles, des gens qui seront là pour eux, comme ma famille a été là pour moi. Le public s'est agité. Au cours des 6 derniers mois, nous avons placé 11 enfants dans des familles. 11 enfants qui vivaient dans la rue, invisibles, oubliés, tout comme moi. 11 enfants qui ont désormais un foyer, une école et un avenir. Des photos sont apparues à l'écran. Des enfants avec leur nouvelle famille, des enfants coiffés de leur chapeau de diplômés, des enfants souriants, l'air incrédule. Mais nous pouvons faire plus, beaucoup plus. C'est pourquoi je suis ici pour vous demander votre aide. Tommy a présenté les projets de la Fondation. Expansion à d'autres États, partenariats avec les services sociaux, réseau de clubs de moteurs à travers le pays qui se sont engagés à participer. Quand il a eu fini, l'auditorium a explosé. Les moteurs en cuir se sont levés les premiers, puis le reste du public s'est levé section par section jusqu'à ce que toute la salle soit debout. Tommy a accepté l'ovation et s'est permis un moment de fierté. Il avait fait un long chemin, passant d'un tuyau d'égout à une scène, de l'invisibilité à la visibilité, de la solitude à une famille, et il ne faisait que commencer. Après la présentation, alors que la foule se dispersait, une femme s'est approchée d'un des bénévoles, mince, usé, le regard hanté. À côté d'elle se tenait un garçon, âgé d'environ 9 ans, sale, en haillons, le regard sauvage que Tommy avait lui-même dans son reflet. Tommy les a immédiatement remarqués.
Il a traversé la salle et s'est accroupi devant le garçon, se mettant à sa hauteur. « Salut, je m'appelle Tommy. Comment tu t'appelles » Le garçon ne dit rien. Il se contenta de le fixer, attendant le mensonge, attendant la douleur. Sa mère prit de la parole à sa place, d'une voix à peine audible. « Il s'appelle Michael. J'ai vu aux informations ce que vous avez fait, ce que vous faites. J'ai pensé que vous pourriez peut-être nous aider. Je ne peux plus m'occuper de lui. J'ai essayé, mais je suis malade et il mérite mieux. » Tommy regarda Michael, les murs dans ses yeux. Les mêmes murs que Tommy avait construits. Les mêmes murs qu'un millier d'enfants sans abri avaient construits. « Michael, dit Tommy doucement, je sais que tu as peur. Je sais que tu ne me fais pas confiance. Tu n'as aucune raison de le faire. Mais je te promets que nous allons t'aider. Tout ce dont tu as besoin. Une maison, une famille, une chance, tout cela est à toi. » Michael le fixa, silencieux, vigilant. « Pourquoi » demanda finalement le garçon. « Pourquoi m'aiderais-tu » ? « Parce que quelqu'un m'a aidé un jour. Quand j'étais comme toi, invisible, oublié, seul. » Tommy posa doucement sa main sur l'épaule de Michael et j'ai promis que je passerai le reste de ma vie à rendre l'appareil. Les yeux de Michael se remplirent de larmes. Les murs commencèrent à se fissurer. « Tu promets de ne pas m'abandonner » Le cœur de Tommy se brisa et se reconstruisit en un seul souffle. Il se revit dans ce garçon. Il revit toutes les nuits froides, toutes les promesses vaines, toutes les confidences trahies. Il revit tous les moments où il avait cru que personne ne viendrait jamais. Et il revit ce qui avait suivi, la famille qu'il avait trouvée, l'amour qu'il avait sauvé, la vie qui avait poussé sur un sol impossible. « Je te le promets, » dit Tommy. « Je ne te quitterai jamais. » Derrière lui, Raymond posa une main sur son épaule. Ellie lui prit la main. Dorothy apparut dans l'embrasure de la porte, essuyant les larmes sur ses joues. Et à ce moment-là, entouré de la famille qu'il avait trouvée et de celle qu'il était en train de construire, Tommy Crawford comprit. Sa mère avait eu raison depuis le début. Tout irait bien, non pas parce que l'univers était bienveillant, non pas parce que la souffrance avait un sens, mais parce que les gens avaient choisi d'être là les uns pour les autres. Parce qu'ils s'étaient soutenus mutuellement dans l'obscurité, parce qu'ils avaient tenu leurs promesses. C'était ça, la NM Foundation. C'était ça, la famille. C'était ça, l'amour. Si cette histoire vous a touché, vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous si vous pensez que chaque enfant mérite une famille. Écrivez 9 Miles dans les commentaires si vous souhaitez partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Épilogue 20 ans plus tard. Le titre disait « La Fondation 9 Miles célèbre son 20e anniversaire. 347 enfants placés dans des familles. » Sous le titre, une photo montrait un homme d'une trentaine d'années sur un podium, entouré de supporters vêtus de cuir, le regard bienveillant, le menton remarquablement similaire à celui de Raymond Blackwood, décédé paisiblement 3 ans auparavant. Cet homme était Tommy Crawford Ford. À ses côtés se tenait une femme d'une vingtaine d'années portant un badge médical, le docteur Eleanor Blackwood, chirurgienne cardiaque, qui consacrait sa vie à aider les enfants atteints de maladies cardiaques. Derrière eux, une banderole disait « Parce que la famille est un choix ». Dans le public étaient assis des centaines d'enfants qui avaient trouvé une famille grâce à la Fondation. Des enfants qui avaient été invisibles, oubliés, sauvés non pas par le sang, mais par l'amour, par le simple geste radical de se montrer. Tommy regarda la foule. « Merci d'être ici, dit-il. Merci de croire que chaque enfant mérite une famille. Merci de prouver chaque jour que le monde peut être meilleur qu'il ne l'est. » Il fit une pause, sourit et laissa couler ses larmes. « Ma mère me disait toujours que tout irait bien. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'elle avait tort. Mais aujourd'hui, debout d'ici, en vous regardant tous, je comprends enfin ce qu'elle voulait dire. Tout va bien, non pas parce que l'univers est bienveillant, non pas parce que la souffrance a un sens, mais parce que nous choisissons d'être là les uns pour les autres, parce que nous nous soutenons mutuellement dans l'obscurité, parce que nous tenons nos promesses. » Il leva la main, le poing pressé contre son cœur, puis l'étendit vers l'extérieur, le symbole de la Fondation, à la prochaine vingtaine d'années. Aux 2000 prochains enfants, à tous ceux qui se sont déjà sentis invisibles et qui ont appris qu'ils comptaient à ne jamais marcher seuls. L'auditorium a explosé. 2000 voix se sont élevées à l'unisson. Et Tommy Crawford se tenait au centre de tout cela, entouré d'amour, rempli de détermination, vivant.
Sa mère avait raison. Tout allait bien. La dernière image montrait Tommy marchant dans la neige. Derrière lui, des centaines d'empreintes de pas, les personnes qu'il avait sauvées, la famille qu'il avait fondée, l'héritage qu'il avait créé. Il n'était plus seul. Il ne serait plus jamais seul. Arwesonul. Et quelque part dans le vent, si vous écoutiez attentivement, vous pouviez presque entendre la voix d'une mère. Je savais que tu y arriverais, mon bébé.